Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance, et ça faisait un petit moment que j'avais pas invité d'athlètes dans le podcast. J'avais fait toute une série d'entrepreneurs. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jade Maréchal. Salut Jade. Salut. Alors Jade, tu es une athlète et tu prépares de grands événements pour le futur. C'est bien ça? Exactement, plusieurs même. Bon, on est bon alors. Du coup, tu vas pouvoir aujourd'hui nous parler de ton mental, mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Quel sport pratiques-tu? Alors je suis escrimeuse, je pratique le fleuret plus spécifiquement puisqu'à l'escrime il y a 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre. Je pratique ce sport depuis l'âge de 10 ans et je suis, athlète à l'INSEP, à l'Institut national du sport à Paris, en vue de participer aux Jeux olympiques. Donc ça, c'est, mon activité principale, on va dire, qui m'occupe la très majeure partie de mon temps. À côté de ça, je suis toujours étudiante en master 1 de marketing international à Kedge Paris. Et troisième et dernière casquette, je suis conférencière. J'ai mon entreprise dans laquelle je développe des conférences, des team building, des animations de séminaires et plein d'autres choses pour mettre le parallèle entre le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Bah, plein de supers activités en tout cas. Bravo en tout cas, parce que quand on est athlète de haut niveau, ça prend beaucoup de temps et puis arriver à tout concilier, ça demande une belle organisation. Donc je pense que tu vas être quelqu'un de très organisé. C'est le mot. Il faut, en tout cas pour ma part, j'ai besoin d'être, cadrée et organisée, pour concilier mes 3 activités, mais j'en ai également besoin. Je suis, très proactive, donc j'ai besoin de me vider la tête par d'autres activités. OK, bon, c'est génial. Alors écoute, avant même de parler de ton parcours, comme le veut la tradition du podcast et dans cette saison 2, j'ai envie de commencer, par un petit portrait chinois. Comme ça, tu pourras te présenter auprès de nos auditeurs, via des questions, assez orientées mais assez sympas. Ça sera notre échauffement. Super, je suis prête. Alors Jade, si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais sans hésiter le bleu. Alors j'ai les yeux bleus, mon papa aussi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais aussi pour le côté, nationaliste, du drapeau français. Si tu devais choisir un livre à emporter, et un seul, lequel choisirais-tu? Le livre autobiographique de Martin Fourcade, c'est un athlète qui m'inspire, bien évidemment et auquel j'arrive à m'identifier lorsque je lis ses bouquins. Un grand athlète lui aussi. Ouais et qui sait tracer sa route, qui sait faire preuve d'énormément de résilience pour atteindre ses propres objectifs, donc c'est vraiment un exemple de vie, même dans le monde, personnel, professionnel, en dehors du sport. Je conseille vraiment à tout le monde de lire son livre. On ira le lire. Moi, je l'ai pas lu encore, mais en tout cas, je le note, je prends note. Ah bah, voilà. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? J'aime bien le soir, quand je viens de finir ma séance de récupération après un long entraînement. Voilà, cette sensation de plénitude, d'avoir tout donné, parfois un petit peu d'acide lactique qui reste dans les jambes, la tête fatiguée d'avoir tout donné dans la journée. J'adore cette sensation, puis je dirais plus précisément juste avant le repas, j'adore manger. Ah oui, écoute, je rebondis directement sur la question en lien avec,
cas les plats. Quel est ton plat préféré et ton dessert préféré? Mon plat préféré, je pense que c'est assez original, la moussaka. J'adore les aubergines, alors, c'est vraiment un plat que je raffole et ma maman le fait très bien. Et en termes de dessert, tout mon entourage et mes copines vous diront que c'est le tiramisu. Tiramisu. Bon, bah, 2 associations, bien gourmandes, hein, finalement, parce que Oui. les 2. Si tu devais, choisir un objet, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais, hem, un carnet de bloc-notes, un carnet de notes, avec simplement des lignes, pas de carreaux, pour m'organiser, pour écrire, mes débriefings et mes briefings de séance, mes retours de compétition, mais aussi mes projets que j'ai dans la tête. Je suis quelqu'un qui adore, écrire et j'ai besoin de mettre noir sur blanc ce qu'il y a dans ma tête pour pouvoir concilier mes activités. OK. C'est comme ça que tu vides, ton esprit, finalement? Tu écris tout ce que tu as dans ta tête? Oui, voilà, j'écris tout ce que j'ai dans ma tête, mais ça reste, alors c'est pas comme un journal intime, hein, ça reste assez organisé, je mets, 3 points positifs, 3 points négatifs sur ce que je viens de vivre, j'ai toujours une to-do list à côté de moi, voilà, j'ai besoin de je mets ma vie en bullet point. OK, bah, c'est génial, c'est génial. Allez, prochaine, question. Si tu devais, être une qualité, laquelle serais-tu et pourquoi? Sans hésiter, la persévérance, c'est ce qui me permet de me dépasser, c'est ce qui me permet d'atteindre, mes objectifs intermédiaires ou mes plus grands rêves et j'ai vraiment compris ça et c'est ce que le sport m'a appris, de ne jamais rien lâcher. C'est ma baseline, mon mantra que je me répète quand c'est très, très dur. Ta région préférée, c'est laquelle? Le sud-ouest! Il y a la montagne, la mer, à côté, on est relié à Paris si rapidement, l'architecture est très belle. Je viens de Bordeaux et je défends le sud-ouest. OK, très belle ville Bordeaux, effectivement, plein de Mmh. choses. Notamment les plages du Cap Ferré sont magnifiques. Tout à fait, le bassin d'Arcachon, le Et Cap oui, Ferret. c'est clair. Allez, une petite dernière et puis après on parle de ton parcours, de ton mental. Si tu devais choisir un mot, lequel choisirais-tu et pourquoi? J'avais créé ce mot lors de mes premiers exercices de travail mental, quand j'étais, assez jeune, j'avais 16 ans, j'étais allée voir une hypnotiseuse et elle m'avait demandé à peu près la même question que vous, de choisir un mot qui puisse me mettre dans un état, de lâcher prise et j'avais choisi le mot calice, qui me faisait sourire, qui me faisait penser à de la gourmandise et parfois je me le dis sous mon masque, voilà, pour essayer de lâcher un peu la pression et de me dire que j'ai de la chance de me retrouver sur cette piste à défendre les couleurs de mon pays. Donc voilà, je me le dis parfois, alors, je vous le dis aujourd'hui. Bon, bah, écoute, super. Alors merci beaucoup pour ce petit portrait chinois qui nous a Mmh. permis de nous échauffer, hein. C'est comme si on était avant une petite compète, on s'échauffe, là on est Voilà. prêt, on y va. On va parler de ton mental. Alors du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours d'athlète? Mon parcours d'athlète, je pense vraiment qu'il a construit, en dehors de l'athlète que je suis, il m'a construit en tant que personne, en tant que femme et aussi en tant que chef d'entreprise. Enfin, c'est grâce à ce que je vis dans mon quotidien à l'entraînement, en compétition, que j'ai pu, réunir tant de valeurs qui me définissent. Donc pour moi, mon sport et ma carrière, c'est vraiment le vecteur, de ma performance et c'est ce qui fera que je réussirai plus tard. Donc voilà, quand je regarde en arrière déjà sur ma petite carrière, je suis déjà satisfaite et fière, de ce que j'ai pu donner et ça me donne encore plus de motivation pour aller dès demain, m'entraîner dans la salle. Alors tu parlais de valeurs, tu pourrais nous les définir les valeurs dont tu parles?
Oui, alors j'ai parlé de persévérance, j'ajouterais beaucoup de détermination. Les qualités, très dernièrement, j'ai découvert qu'il me manquait de l'adaptabilité. Donc c'est vraiment ce sur quoi j'ai essayé de travailler ces quelques mois et je me rends compte que ça m'aide à mieux appréhender, l'inconnu. Donc ça, c'est une valeur que je trouve primordiale dans le monde de l'entreprise aussi et dans la vie quotidienne. Et puis on parlera évidemment du respect, surtout dans mon sport, qui est un sport de combat. On apprend à respecter l'adversaire, l'arbitre, mais également toutes les personnes qui, évoluent lors d'une compétition. Je pense que j'ai fait le tour des principales, en tout cas, qui m'ont été inculquées par l'escrime. Ok, bah super. Du coup, tu disais que tu parlais de ta petite carrière, mais qui est déjà quand même bien étoffée. Mais du coup, si tu fais un petit recul, et de quoi es-tu le plus satisfaite jusqu'à présent? En termes de palmarès, Bon, en termes de tout, pas forcément le palmarès, mais par rapport à ton parcours, quoi. alors d'une manière générale, je suis fière d'avoir su, continuer et du coup d'avoir su persévérer quand, j'avais envie de tout arrêter, ou du moins que j'étais en remise en question. Et Dieu sait que ça arrive dans la vie d'un athlète, de se remettre en question, d'avoir des doutes sur ses compétences, mais aussi sur, ses objectifs de carrière. Et ces moments-là, ils sont très douloureux parce que finalement, il y a tellement de pression qui règne autour du sport de haut niveau, qu'on a du mal à à gérer cette pression autour de nous. Et du coup, dans ces moments-là, évidemment, j'ai été bien entourée, par mes proches, mon staff, mais également mes amis qui m'ont aidée à surmonter ces périodes et je suis fière d'être restée sur la piste même quand ça allait pas et de travailler, toujours pour rester dans cette direction de ma carrière olympique. Donc c'est ce sur quoi je suis le plus fière, heu, à ce jour. Alors, si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Évidemment, surtout un rêve olympique parce que mine de rien, il y a qu'un champion olympique, tous les 4 ans. Donc ça reste quand même, très rare. Ça reste, une place qui est extrêmement convoitée par tous les athlètes, d'ailleurs que je croise au quotidien ici à l'INSEP. Donc ça peut paraître impossible pour beaucoup. Simplement, c'est pas impossible et ça, il y a des exemples qu'on voit à chaque saison, dans chaque discipline, de d'athlètes très jeunes qui réussissent, ce que personne n'aurait pensé faire, mais aussi des athlètes plus âgés, des personnes blessées qui sont revenues plus forts. Parce que ce qui est chouette dans le sport, c'est qu'il n'y a pas d'histoire écrite, il y a que des lignes à écrire justement et chacun souhaite, inscrire sur le Guinness du sport, voilà, son histoire, sa performance, sa carrière. Donc je suis clairement en train d'espérer, rendre, possible, l'impossible ce qui était pour moi impossible quand j'étais jeune. OK. Alors, on va, aller sur un peu la dynamique du mental. Si tu veux définir le mot mental, ça serait quoi ta définition à toi, Jade? Le mental, j'ai dû, comprendre et apprendre, à découvrir ce qu'était ce mot à 16 ans, parce que je me suis rendu compte à cet âge-là que j'avais besoin de travailler dessus pour être performante. Je suis quelqu'un de très émotive, très engagée, sentimentalement et sur la piste, ça avait tendance à me jouer d'énormes tours. Voilà, j'acceptais pas d'être menée, j'acceptais encore moins de perdre. Je me mettais dans des états, de larmes, des crises de larmes, de colère qui me faisaient, pas profiter de l'instant présent, en fait. Donc au départ, pour moi, le mental, c'était simplement, gérer ses émotions. J'ai associé ça très vite, dans ma carrière d'athlète. Et puis plus j'avançais, plus je travaillais sur mon mental, avec un préparateur mental d'ailleurs, qui est le même depuis 5 ans. Plus je me suis rendu compte qu'en fait, le mental, c'est comme, la musculation, c'est comme la préparation physique, c'est, un muscle qui se travaille, quotidiennement, qui a besoin de pause, tout comme le muscle, de qu'on travaille en préparation physique. Il y a des hauts et des bas, il y a des blessures aussi. Donc c'est vraiment une entité que je travaille maintenant dans mon entraînement classique tous les jours
et qui me permet de me rendre plus forte. Donc, je le vois plus comme un allié maintenant, avec le recul et avec tout le travail que j'ai mis en place pour en faire un vecteur de réussite. Donc, voilà, le mental, ça se travaille et c'est vraiment un allié. Alors justement, toi, comment tu le travailles? Je le travaille surtout lors d'échéances. C'est là où j'estime que j'avance le plus dans mon mental parce que voilà, qui dit échéance dit compétition, dit très haute intensité, adrénaline et émotion intense. Donc c'est là où je vis le plus de choses et que la déception quand il y en a est très grande et la satisfaction quand elle y est incroyable. Donc après chaque échéance, j'essaye de débriefer. Donc je le disais, je prends des notes et je vois ce qui a été, ce qui n'a pas été pour mettre en place des routines pour la fois suivante et ou bien pour justement éviter de refaire les mêmes erreurs. Par exemple, des petites routines que j'ai maintenant. J'ai mis plusieurs saisons avant de comprendre ce qui me correspondait vraiment. J'ai essayé d'avoir des objets fétiches que je remettais à chaque compétition. J'ai vu que ça me correspondait pas du tout, que ça me mettait plutôt une pression, donc j'ai enlevé. J'ai créé petit à petit la playlist qui me mettait dans un mood de combattante. J'ai créé des routines d'avant-match sur la piste, de la visualisation. Tout ça, je l'ai vraiment formaté à ma personnalité en fonction de ce que j'avais besoin à des moments X de la compétition. Euh, donc, euh, donc voilà, je le travaille petit à petit en prenant soin de débriefer après chaque échéance que je vis lors d'une saison. Ok, donc c'est quelque chose de très individualisé que tu adaptes en fonction de tes besoins. Et du coup, Oui, tu vas chercher des outils qui vont correspondre vraiment à tes attentes, quoi. voilà. Alors, dans le sport de haut niveau, ça se passe très souvent comme ça. On est accompagné par des préparateurs mentaux ou des psychologues qui individualisent le travail lors de rendez-vous. Donc, c'est des séances à part entière pour ma part, qui ont lieu en visio ou en présentiel, que je planifie vraiment dans ma programmation. Ok, ok, ok. Est-ce que selon toi, c'est important d'être enthousiaste pour le mental? Le travail du mental, c'est pour moi, si on n'a pas envie de le travailler ou enfin parfois j'avais planifié des séances avec mon préparateur mental et j'avais pas envie, j'avais la flemme, j'étais fatiguée. J'ai compris que dans ces moments-là où j'étais pas justement enthousiaste à aller voir mon coach et à parler de ce qui va ou ce qui va pas, et ben je me suis dit maintenant quand tu es comme ça dans ce mood-là, il vaut mieux annuler que de faire du mauvais travail. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, pour moi, si tu es pas enthousiaste et que tu as pas envie de travailler ton mental, enfin, c'est comme aller à l'entraînement, si tu le sens pas du tout, tu vas te blesser, quoi. Ok, ouais, ça répond bien à la question en lien avec le fait d'être dans des conditions, comment dire, dans les meilleures conditions pour pouvoir aller travailler quelque chose et notamment le mental, quoi. Ouais, c'est ça, surtout que ça, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression, dans le travail mental qu'on va chercher des ressources qui sont extrêmement profondes, parfois dans des souvenirs et ça demande une présence, d'esprit qui est super intense et d'ailleurs, je suis crevée après une séance. Enfin, vraiment, ça m'arrive, d'être fatiguée, même plus que certains entraînements parce que c'est un travail où on est très, très proactif et on n'est pas du tout dans de l'écoute ou un cours magistral, bien au contraire. On est dans du travail pur, donc on sous-estime parfois ce travail-là, mais c'est fatigant et éreintant. Ok, on va parler un peu de la confiance Ouh, en soi. grosse question. Ah oui, c'est une grosse question en général. Toi, tu te situes comment par rapport à la confiance? Alors je me situe, dans, des montagnes russes, dans un parc d'attractions. C'est-à-dire que, je passe vraiment par, plein de phases dans une saison et je pense d'ailleurs on est tous soumis à cette période-là. C'est quelque ch enfin, ces mouvements. La confiance en soi, si elle était tout le temps à son top, on n'aurait pas de contre-perf ou beaucoup moins.
je fais partie de ceux qui ont du mal à avoir une bonne estime de soi, mais qui, en termes de confiance en soi, je pense que je progresse, surtout quand je prends le temps de valider mes compétences. C'est-à-dire, après un entraînement, je fais le travail de regarder ce sur quoi j'ai été forte ce jour-là. Et ça me permet de me dire, ah ben tiens, là, tu vois, tu as progressé dans ce domaine-là, tu sais faire telle action, et ben ça, c'est bien, tu l'as travaillé, ça y est, c'est validé. Et ça m'aide à avoir confiance en moi, pardon, dans plein d'actions et dans plein de compétences différentes. Donc, pour avoir confiance en moi, j'ai compris qu'il fallait que je porte un regard sur mon travail quotidiennement pour pouvoir gagner justement des étapes et mettre de plus en plus de briques à ma maison de la confiance en moi. Donc ça, c'est un travail que je fais quotidiennement. Et puis évidemment, quand on est athlète, tout le monde vous le dira, hein, quand vous gagnez une compétition ou vous avez atteint un objectif, là pour le coup, la confiance en soi et l'estime de soi se met naturellement en marche. Et généralement, quand vous êtes champion olympique, la saison suivante, même si vous avez la pression de refaire des résultats, vous planez quand même, vous surfez sur la vague en vous disant bon bah j'ai atteint telle performance, donc je peux être performant sur les autres. Et il y a une très bonne confiance en soi. Donc ça marche souvent comme ça quand on fait une très bonne perf. La confiance en soi est assez naturelle et on n'a pas trop besoin de la chercher. Par contre, quand on est dans un échec, une grosse déception, c'est là où on va s'entourer de son staff et que ces maîtres d'armes et coachs sont là pour vous dire attends, ne te rabaisse pas comme ça. Là, tu as peut-être loupé ta compète, mais attends, euh, on va remobiliser pour la fois suivante. Tu sais faire ça, tu sais faire ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fluctue énormément et qui est source de stress d'ailleurs. Ok, ok. Alors souvent on parle de droit à l'erreur, droit à l'échec, mais du coup, pour les athlètes, c'est quand même compliqué parce que ça peut être lourd de conséquences, une erreur dans un événement important. Donc, est-ce que ce droit à l'erreur, ce droit à l'échec, là, comment tu le vis, toi? Ah bah, c'est sûr que en soi, oui, tout le monde le dit, tout le monde le prône, on a le droit à l'échec et il y en a même qui disent que l'échec, c'est important. Alors oui, je pense que c'est un échec, c'est nécessaire pour progresser, mais c'est pas suffisant. Il faut pas chercher l'échec bien évidemment. Mais ça, encore une fois, je donnerais cette même réponse pour toutes les questions qui traitent du mental. Enfin, c'est du travail. Avant, perdre, ça m'agaçait et je me rabaissais et j'avais zéro estime de moi, zéro confiance en moi. Maintenant, j'essaie tout de suite de me dire, «Bon, bah, là, tu as échoué, c'est pas grave, c'est OK». En fait, je me dis: «C'est OK d'échouer parce que c'est normal» et dans un entraînement, quand on essaye, une cinquantaine de touches, on ne réussit pas ces 50 touches. On en réussit peut-être 20. Donc on a toujours plus d'échecs que de réussites à l'entraînement et c'est pour ça qu'un athlète a un meilleur rapport à la gestion de l'échec et à comment se relever après une déception ou un échec qu'une personne non sportive peut-être. Hem, donc pour le gérer, ben, il faut d'abord l'accepter, donc c'est OK. Puis ensuite, tout de suite, comme toute démarche, il faut se remobiliser et se dire: «OK, je vais mettre en place un plan d'action. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je suis partie trop tôt, j'ai été trop rapide et qu'est-ce que je peux faire? Et OK, bah, demain, je vais m'entraîner à essayer d'être plus lente, plus posée dans mes déplacements». Donc je mets mon échec directement, au service, de la fois suivante pour pouvoir progresser. OK. Donc du coup, finalement, il y a jamais d'échec, il y a que des expériences? Oui, alors, là, je vous le dis, je suis très détendue, je suis sur un podcast, mais à la prochaine compétition, si je perds un match, bon, ce sera pas aussi, détendu que ça, bien évidemment. Derrière, il y a des engagements, émotionnels, qui font que, de toute façon, l'échec, il va pas nous plaire. Mais c'est ce qui fait de nous des athlètes et des champions. C'est parce qu'on a, envie plus que personne de réussir. Donc l'échec, ça passe par différentes étapes. D'abord, on est dans le déni et puis après, il faut, savoir travailler, et aussi grâce à l'expérience, pouvoir, tout de suite se remobiliser. C'est un travail, encore une fois. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est une thématique qui te parle? Oui, ça me parle, dis donc, on parle que de choses qui m'animent. Le regard des autres, c'est une problématique qui, là encore, a fait beaucoup parler et qui résonne en moi, d'autant plus que je fais un sport qui est très élégant et qui est,
est mis en lumière qu'une seule fois, tous les 4 ans, en tout cas aux yeux des médias, lors des Jeux olympiques. C'est un sport qui inspire, l'harmonie, la pureté parce qu'on est tout en blanc, c'est un sport qui est français. Il y a beaucoup d'images autour de ma discipline, qui fait que, on utilise souvent l'escrime pour faire, par exemple, une publicité. Même moi, dans mon quotidien, je fais beaucoup de photos et on me demande très souvent de mettre l'escrime pour associer certaines marques à des valeurs, d'élégance. Donc je porte plus attention qu'un autre athlète sans doute, au regard et pour, me protéger de ça, du côté, néfaste du regard des autres, j'ai trouvé une solution qui est de me concentrer sur moi-même et sur l'instant présent. Alors comment je fais? Ben, en compète, quand j'arrive, dans la salle, et dans la zone de compétition et ben, j'imagine une bulle, mais vraiment, hein, j'imagine vraiment une bulle, je ferme mes yeux et j'essaye de ne pas entendre, concrètement ce que les gens disent autour de moi, mais plutôt d'entendre un brouhaha et de me concentrer sur, ce qui se passe, dans mon corps. Donc, j'essaye de voir, où est-ce que mes muscles ont l'air chauds, si je me sens plutôt, lourde ou très légère. Voilà, j'essaie de faire une introspection pour éviter de me, soucier de ce que les autres peuvent penser sur cette journée-là en particulier. En tout cas, c'est une thématique qui est souvent, que je reprends souvent, mais qui est vraiment que chaque athlète ou chaque personne vit différemment le regard des autres. Mmh. Si je te parle de motivation, quels sont tes trucs à toi pour te motiver? Pour me motiver, je pense à toutes les raisons qui me font me lever le matin pour faire ce sport. Donc évidemment, quand ça m'arrive de penser à cette médaille olympique et ça me motive, heu, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense aussi à tous ceux qui sont sur ma route, sur cette quête olympique. Donc et je vais tout de suite aller, quand je vais un peu moins bien, je vais aller vers eux pour, retrouver de l'énergie, retrouver de la motive parce qu'eux, ils en ont à revendre, ils sont toujours avec moi. Je parle de mes partenaires, je parle de ma famille. Donc il faut toujours savoir s'entourer et communiquer, pour trouver de la motivation chez les autres, chez ceux qui nous aiment. Et puis, j'ajouterais aussi, que ce qui me motive, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire que, je pense très souvent à, comment, qu'est-ce que je ferais si j'ai ma médaille olympique? Qu'est-ce que je mettrais en place? Il y a plein de projets qui m'animent et qui me disent: «Ah, j'aimerais tellement, communiquer, partager aux enfants, le plaisir de la médaille». J'aimerais, voilà, continuer des conférences dans le monde entier pour dire que le sport, c'est super important. Donc tout ça, ça me motive à continuer, à vivre, de plus en plus d'expériences pour pouvoir en parler davantage et de la meilleure des façons qui existent. Alors pour rester dans la continuité de la motivation, Jade, est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? Alors, faut pas avoir un plan, super détaillé de comment on veut que ça se passe, mais par contre, faut avoir un plan de comment on veut que ça se passe. C'est-à-dire, que nous, au début de la saison, on va, avec notre coach, on va avoir des objectifs, de résultats, bien évidemment, parce que, pour atteindre, une sélection, intégrer une équipe, il faut forcément répondre à des critères de sélection et de résultats. Mais, on va pas, dire, «Bon ben, il faut que là on fasse, quart, il faut que là on fasse demi, il faut que là on gagne». C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus, on va parler de tout ce qu'il faut mettre en place pour atteindre ce résultat. Donc on va plutôt dire: «OK, de septembre à novembre, on va faire du foncier, on va faire du cardio, sois en forme. De janvier à février, on va faire du spécifique, beaucoup de techniques, affiner les actions, pour que tu sois plus performant». Donc mon plan, il va être, dans tout ce que je dois mettre en place pour réussir et non pas ce que je veux atteindre. Mais c'est en tout cas, comme ça que je fonctionne et ça permet d'éviter de la pression trop importante et inutile et puis ça évite des déceptions parce que parfois quand on a, un objectif qui est bien trop haut et qui correspond pas à ce qu'on peut faire sur, l'instant T, ben voilà, on a beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre et c'est là où on a des moments de doute.
Alors Jade, est-ce que tu as déjà eu une forte pression et si oui, comment tu la gères? Ah oui, de la forte pression, bien sûr. Je parle surtout des championnats, des grands championnats qui ont lieu à la fin de l'année. Ce sont les dernières échéances et généralement on a travaillé toute la saison pour ce moment. Donc on a beaucoup de pression, d'abord parce qu'on veut réussir, parce qu'on veut peut-être prouver parfois, on veut satisfaire toutes les personnes qui nous ont aidés à être là aujourd'hui. Donc c'est assez fréquent. Et pour gérer la pression, il y a pas vraiment de vérité. Encore une fois, c'est très personnel. Moi, la pression, même si, j'apprends à la gérer, elle est quand même là toute la journée de compétition. Mais en tout cas, j'apprends à vivre avec et j'apprends à en faire quelque chose de positif. Donc ça, c'est encore en cours d'expérimentation. Mais en tout cas, j'utilise les mêmes ressources que pour l'échec et la motivation, c'est-à-dire que je reste, concentrée, focus sur le moment présent comme j'ai l'habitude de me le dire et puis, je fais confiance au processus, c'est-à-dire que je mets en place, eh bien, toutes les routines que j'ai l'habitude de faire pour maîtriser mon cadre et me sentir, chez moi, me sentir dans mon élément. Ça me permet de faire abstraction un petit peu de l'environnement qui est inconnu, heu et de l'échéance qui est plus importante que les autres fois. Donc voilà, focus sur le moment présent, routine, protocole et confiance au processus. Ok. Alors super pour du coup en tout cas pour ton appréciation sur la gestion de la pression. On arrive sur la fin du podcast. Ma dernière question, ça sera, souvent on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais. Eh bien, je pense que c'est le mantra que tout le monde devrait avoir, «Je ne lâche rien». C'est vraiment, ce qui est relié à la persévérance et à la détermination et ne jamais rien lâcher, c'est vraiment un travail, mental, voilà, d'optimiste, c'est-à-dire, rien que de se le dire: «Je ne lâche rien» quand c'est dur et ben, ça va conditionner notre cerveau à s mettre toutes les choses en place pour atteindre un objectif. Et ça, je me le dis quand je suis à la muscu et que ma barre est beaucoup trop lourde, je me dis: «Allez, je lâche rien, petit à petit, je vais, réussir à atteindre ces petits objectifs intermédiaires qui feront de moi une grande athlète plus tard». Donc jamais rien lâcher dans la limite du raisonnable, parce qu'il y a encore une fois, il y a des limites. Si, on va toujours au bout et qu'on repousse trop ses limites, il y a la blessure. Donc ça, c'est le fameux équilibre qu'on recherche quand on fait du sport de haut niveau. On apprend à connaître son corps, à mieux appréhender, des entraînements en fonction de dans quel état on est, même mental ou physique. Mais en tout cas, quand on sent qu'on peut ne jamais rien lâcher, bah, il ne faut pas lâcher parce que c'est comme ça qu'on va passer des barrières psychologiques et progresser. Ok, bah c'est super, c'est super, super. Alors, je te remercie beaucoup, Jade, en tout cas pour le temps que tu as accordé au podcast. C'est un temps sur lequel vraiment tu te reposes et tout. Je sais que tu avais une petite blessure là, suite à ta dernière compète, que tu es en train de te soigner. Alors, je sais pas où ça en est, mais en tout cas, j'espère que ça va dans le bon sens. Comme je le fais habituellement pour tous mes autres invités, écoute, je te laisse le mot de la fin pour venir conclure ce podcast et tu es libre de nous dire tout ce que tu veux et de faire passer voilà, tous les messages que tu as envie auprès de nos auditeurs. Donc, du coup, libre à toi de venir, du coup, désormais, conclure ce podcast. Eh bien, je vais faire passer, un message, qui me tient à cœur, qui est voilà, de promouvoir, en tout cas, l'activité physique, comme réel, alors beaucoup parlent d'école de la vie, j'y crois vraiment, dur comme fer, parce que c'est ce qui me fait grandir, peut-être plus rapidement que quelqu'un qui ne ferait pas de sport. Donc vraiment, je vous invite à faire découvrir, le sport, pourquoi pas l'escrime, peut-être à vos enfants ou même si vous voulez en faire. En tout cas, quoi qu'il arrive, quand on se lance dans un projet, même si on n'atteint pas forcément, l'objectif principal de pourquoi on a commencé, on aura forcément gagné quelque chose. Voilà, tous ceux qui partent sur une course olympique, quand on gagne évidemment, on en revient super fort, mais également quand on a tout fait pour y arriver, l'aventure est très belle et quoi qu'il arrive, on grandit. Donc voilà, mon message, c'est faites du sport et lancez-vous dans vos projets parce que vous apprendrez bien plus que vous ne le pensez.
Bon, bah écoute, super. Merci beaucoup, Jade. Et puis écoute, on te souhaite un bon rétablissement, une bonne convalescence suite à ta blessure. Et puis de belles performances à venir. Et puis au revoir bientôt avec de l'or, on espère. Exactement, oui. Bah, merci beaucoup. Ma blessure, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grand-chose. Ce sera vite remis. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À très vite. À très vite. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.